Bonjour, aujourd'hui on va parler de roses anciennes. Bonjour et bienvenue. Quand on fait ses premiers pas dans le monde des rosiers, on lit souvent des termes comme rosier, mouchata, polianta, gallique, alba, moderne, anglais et on peut se sentir un peu perdu. Pour voir plus clair dans ces termes, on va d'abord distinguer deux grands groupes, le groupe des rosiers modernes et le groupe des rosiers anciens. Commençons par un repère chronologique, l'année 1867. Par convention, on dit que tous les rosiers créés avant cette date entrent dans la catégorie rosier ancien et tous ceux créés après entrent dans la catégorie rosier moderne. Alors c'est assez arbitraire et un peu rigide et cette date ne met pas du tout le monde d'accord, mais c'est devenu la date à retenir. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on s'est arrêté à cette date 1867. Mais remontons d'abord un peu le temps, voire de plusieurs millions d'années. Car à l'origine des rosiers qu'on connaît aujourd'hui se trouvaient les rosiers sauvages ou botaniques. C'étaient des rosiers qu'on trouvait dans tout l'hémisphère nord, aussi bien à la montagne, dans le grand froid, au chaud, dans le désert, dans les marécages, etc. Ils étaient à l'état naturel et pas du tout manipulés par l'homme. En France, vous avez certainement déjà vu le rosier sauvage Rosa canina aux fleurs simples rose clair, qu'on appelle aussi l'églantier et qu'on trouve la plupart du temps dans les haies. Mais quelques-uns de ces rosiers ont subi des mutations et se sont retrouvés tout d'un coup avec 10 pétales au lieu des 5 ou avec un coloris différent. Prenons le rosier sauvage Rosa gallica qui au début n'avait que 5 pétales. Et puis est apparue une variété avec 20 pétales. On l'a appelé plus tard Rosa gallica officinalis ou bien aussi rosier de Provins. On le connaît aussi sous le nom de rosier des apothicaires, utilisé pour ses vertus médicinales. Mais ce n'est pas fini. La nature a eu un petit moment de folie et a fait muter à nouveau cette variété officinalis et l'a transformée en une fleur blanche panachée de rose rouge. Ce rosier, on le connaît aujourd'hui sous le nom de Rosa gallica versicolor ou Rosa mundi. Et petit à petit, et même sans intervention de l'homme, le monde des rosiers est devenu de plus en plus riche, de plus en plus varié. Au fil du temps, l'homme a domestiqué les rosiers sauvages et les a plantés dans les jardins anciens. Par le hasard des voyages des différentes époques, les échanges commerciaux, les expéditions botaniques, les explorations, des rosiers de d'autres continents ont été rapportés en Europe et ont été croisés avec les rosiers d'ici, avec parfois de beaux résultats et de réelles nouveautés. Quand je dis croisés, sachez que jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, les cultivateurs de rosiers ne savaient pas vraiment comment fonctionnait la reproduction sexuée des rosiers. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas non plus, j'ai fait une série sur la naissance d'un rosier que vous pouvez regarder, je vous mettrai le lien en boîte d'infos. Donc, avant d'avoir cette connaissance, que pouvait faire un jardinier du XVIIIe siècle qui avait dans son jardin un beau rosier blanc à fleurs doubles, parfumé et qui avait très envie d'avoir ce même genre de rosier mais en rose? Il plantait tout simplement des rosiers rouges ou roses à côté de son rosier blanc et il laissait faire la nature. Si tout se passait bien, un insecte ou le vent portait un peu de pollen d'un rosier rouge sur son rosier blanc, le fertilisait. Notre jardinier pouvait à l'automne récolter les fruits du rosier, les cynorrhodons, les ouvrir, sortir les graines et les semer. Et s'il avait de la chance, l'année d'après, il pouvait éventuellement voir sortir du sol de nouveaux petits rosiers et dans le lot, il y avait peut-être le rosier rose tant espéré. Donc il était aux anges. Et s'il avait très envie maintenant de multiplier ce rosier, il lui suffisait de le bouturer. Mais avec cette méthode, on laissait beaucoup de place à la chance et au hasard et ça n'avait rien de scientifique. C'est seulement vers 1870 que les premiers horticulteurs ont su comment obtenir des nouveaux rosiers par une fertilisation contrôlée. C'est-à-dire en mettant à la main le pollen du rosier rouge sur le rosier blanc, au lieu que ce soit un insecte ou le vent, et surtout en choisissant très soigneusement maintenant le père et la mère. Au fil des siècles, les mutations et le travail des horticulteurs ont donné des variations très intéressantes issues des rosiers sauvages.
Tous les descendants d'un rosier sauvage forment un groupe et partagent les mêmes caractères de base, comme par exemple la forme de la feuille, de la fleur, l'aspect du buisson en général, le parfum, etc. Mais peuvent varier dans les détails, comme je vous ai expliqué, pour les rosiers galliques, officinalis et versicolores, tous les deux issus du rosier sauvage Rosa gallica. Comme c'est un rosier qui s'hybride facilement, Rosa gallica a une grande descendance, les rosiers galliques, et certaines variétés ont traversé les siècles, on peut encore les trouver aujourd'hui. Parmi les plus connus de ce groupe, il y a par exemple président de XVI, évêque, cardinal de Richelieu, Charles de Miltz, etc. Ce qui rend l'histoire des rosiers très complexe est que les différents groupes ont aussi été croisés entre eux. Le groupe des rosiers blancs, par exemple, les rosiers Alba, résulte sans doute d'un croisement très ancien entre deux rosiers sauvages, toujours notre rosier gallica et le rosier sauvage Rosa canina. Les rosiers Alba ne sont pas tous blancs, contrairement à ce que leur nom laisse penser, mais les fleurs sont dans des teintes très douces. Regardez les nuances de Chloris, par exemple, ou du très beau Cuisse de nymphe. Un autre groupe qui ne descend pas directement d'un seul rosier sauvage est celui des rosiers de Damas. D'après des travaux génétiques, il y aurait 3 rosiers sauvages dans sa parenté, dont, une nouvelle fois, Rosa gallica. Il y a Rosa gallica, Rosa moschata et Rosa fetchenkoana. Ils seraient venus de Syrie, d'où leur appellation, mais leur origine géographique n'est pas vraiment déterminée. Parmi ses parents, il y a donc aussi Rosa moschata. Vous vous souvenez ? C'était le seul rosier sauvage avec une seconde floraison à l'automne. Grâce à son rôle dans la parenté du rosier de Damas, on retrouve pour la première fois dans ce groupe quelques variétés qui sont capables de refleurir à l'automne. On dit aussi de remonter, comme par exemple un rosier très connu, Madame Hardy, qu'on reconnaît facilement à son petit œil vert au centre de la rose. Et en non remontant, vous connaissez peut-être Leda ou Celsiana. Ils partagent tous un superbe parfum. Ensuite, parmi les rosiers anciens, vous pourrez aussi retrouver le groupe des sans-feuilles, des moussus, des frankfortiana, etc. Mais on va avancer un petit peu. Au début du XIXe siècle, les jardiniers admiraient une somptueuse floraison en juin ou en juillet et patientaient le reste de l'année. Mais, tadam, les roses de Chine sont arrivées. En faisant d'abord un petit détour par l'île de la Réunion, par l'océan Indien, cette île qui à l'époque s'appelait île Bourbon et appartenait depuis le XVIIe siècle à la France. C'était très pratique parce que les bateaux qui assuraient le commerce entre la France, l'Inde et la Chine pouvaient faire escale à l'île Bourbon. Les habitants de l'île avaient pris l'habitude de planter des rosiers tout autour de leurs champs pour les clôturer, des rosiers de Damas légèrement remontants, on avait vu, et un tout nouveau rosier venant de Chine qui avait la merveilleuse capacité de fleurir plusieurs fois dans l'année. Sans doute la variété Old Blush. Ce qui devait arriver arriva, les deux rosiers venant de continents différents se sont croisés et un nouveau groupe est né, le groupe des roses Bourbon, avec une somptueuse floraison et un parfum absolument délicieux. Le rosier de Damas dans la parenté donne une résistance au froid, ce qui manque au rosier venant de Chine, mais ce dernier donne enfin une vraie floraison à répétition. Dans ce groupe, vous pouvez encore trouver Madame Isaac Pereire, Madame de Sévigné ou encore Souvenir de la Malmaison. Un autre groupe créé à partir d'un rosier de Chine, probablement à nouveau Old Blush, a vu le jour à l'autre bout du monde, en Amérique, et c'est le groupe des rosiers noisettes. Alors évidemment, il n'y a aucun noisetier qui entre dans l'origine de ce groupe. Il a été nommé en honneur de l'horticulteur qu'il a obtenu, Philippe Noisette. Son autre parent est le seul rosier capable de refleurir à l'automne. Vous vous souvenez? Rosa moschata. Ce nouveau groupe a rapidement traversé l'Atlantique pour arriver en France et a connu un beau succès grâce à une belle floraison vraiment remontante et à de jolies petites fleurs réunies en bouquet. Les rosiers grimpants, Madame Alfred Carrière et Aimé Vibert en sont de très beaux exemples. Après la Réunion et l'Amérique, revenons en France, où il nous manque encore une dernière trouvaille avant les rosiers modernes, c'est le groupe des hybrides remontants.
On a donc vu que pour créer les rosiers Bourbon et Noisette, on a utilisé un rosier de Chine Old Blush très remontant et qu'on l'a croisé avec des rosiers européens, Damas et le rosier sauvage Mochata, qui étaient un petit peu remontants. Le résultat a été des rosiers franchement remontants et on pouvait enfin profiter d'une longue floraison. Désormais, les cultivateurs avaient très envie de faire la même chose avec les autres groupes européens, les vieux galliques, les albas, les sans-feuilles. Donc, ils ont commencé à croiser avec ces fameux rosiers de Chine très remontants, avec ces groupes anciens, ou aussi en se servant du rosier Bourbon qui avait dans sa parenté un rosier de Chine. Sauf que là, ils se sont heurtés à un vrai problème. Les lois de la génétique faisaient que quand on croisait un rosier remontant chinois avec un rosier non remontant, par exemple un gallique, la première génération était non remontante. Que faire? Alors heureusement, les cultivateurs de l'époque, certains ont montré beaucoup de persévérance, ils n'ont pas écarté cette première génération. Ils ont continué et ils ont recroisé ces petits rosiers non remontants à nouveau avec des rosiers de Chine. Et là, miracle, à la deuxième ou à la troisième génération, enfin, ils obtenaient des descendants de galliques, mais qui étaient remontants et qui étaient bien rustiques. Parce que souvenez-vous, la grande faiblesse des rosiers chinois était leur faible résistance aux hivers froids européens. Ce nouveau groupe, donc un peu technique, a reçu ce nom que je trouve plutôt banal de hybride remontant. Dans ce groupe, vous trouvez par exemple souvenirs du docteur Jamin ou Paul Néron. Au fil des croisements, les horticulteurs ont obtenu des floraisons de plus en plus longues et le public était sous le charme. La demande de rosiers allait désormais presque entièrement vers ce nouveau groupe. Avec des conséquences dramatiques pour les premiers rosiers les plus anciens, les moussus, les albas, les galliques, les sans-feuilles. Des centaines de variétés n'ont plus été produites et beaucoup sont perdues à jamais. Alors heureusement, il existe les grandes collections, les roseraies comme en France la Île et Rose ou en Allemagne Zangerhausen, qui collectionnent, qui cultivent des variétés anciennes et qui les multiplient. Et heureusement, il y a des particuliers qui créent leurs propres roseraies de collection soutenues par des professionnels qui gardent des variétés anciennes dans leur catalogue. Bon, donc là nous sommes arrivés à cette fameuse date dont je vous ai parlé au début de ma vidéo, qui se souvient, 1867. Et je vous ai dit que je vous expliquerai pourquoi ce moment est un moment clé dans l'histoire de la séparation entre les rosiers anciens et les rosiers modernes. Et je le ferai. Mais l'histoire des rosiers est complexe et pas facile à résumer. Et pour plus de clarté, j'étais obligée de négliger quelques groupes et sous-groupes. Néanmoins, je pense que je vous ai déjà donné pas mal d'informations à digérer. Je vais donc faire une petite pause et on se retrouve très bientôt pour la suite où les choses s'accélèrent avec une surabondance de création. Merci d'être resté avec moi et à très bientôt.